L'enseignement de base, la grève latente des écoles conventionnées catholiques a été désamorcée. Les vice-premiers ministres, ministres du budget en première ligne avec les responsables des écoles ont finalement trouvé un modus vivendi. On fait le point tout à l'heure dans ce journal. À suivre également dans ce journal une immersion totale dans le domaine agricole de Kanyama-Kasese où les jeunes délinquants d'hier, appelés Kuluna, retournent à la terre et deviennent utiles à la société. Une reconversion réussie où la peur d'être loin de sa zone opérationnelle, des images inédites de ces hors-la-loi devenus acteurs de développement à suivre également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous. Tout d'abord, direction la commune de Kimbantseke, précisément sur la route Mokali, zone périurbaine où la dame pluie a quasiment tout dévasté. Ajoutez à cela la menace des têtes d'érosion. Le ministre du Développement rural, Guy Mikulu Pombo, a lancé sur place des travaux de lutte anti-érosif. Rodépanda. 800 000 mètres cubes de terre jaune pour les travaux anti-érosifs, des brouettes, bêches et autres matériels pour la réhabilitation de la route Mokali, coupée en deux au niveau du quartier Sakombi et Kimbunda. C'est l'apport du ministre du Développement rural Guy Mikulu Pombo pour résoudre les problèmes de l'érosion et désenclaver les habitants de la commune de Kimbantseke et celle de Lansele, usagers de cette route Mokali. Guy Mikulu Pombo est arrivé personnellement sur place pour la remise des matériels de construction et lancer officiellement les travaux qui seront assurés par l'équipe des ingénieurs de l'OVDA. Les chefs de quartier, autorités locales et les députés nationaux Hubert et toute la population lui ont accordé un accueil de joie. Papa ministre national, il y a développement. Papa ministre, nous te souhaitons la bienvenue. Cette route est très abîmée et continue à s'abîmer faute de caniveau. Merci pour avoir pensé à nous. Le travail est très difficile. Nous t'encourageons. Le patron du développement rural a précisé que ces travaux constituent premièrement à stabiliser la route, ouvrir les caniveaux pour assurer la fluidité du trafic. La motivation, c'est que nous sommes sur une route qui alimente la ville de Kinshasa, qui encourage l'alimentaire pour les nécessités et produits agricoles. Puis nous avons décidé avec l'OPDA d'intervenir pour permettre de stabiliser la route. Et puis maintenant, on pourra examiner pour voir comment on peut canaliser les eaux pour permettre la sécurité sur cette zone, passe des locaux dans mon emploi et vers les quartiers locaux. On est amené il y a au moins 800 mètres cubes de remblais qui vont être amenés. Pour la population de ce coin de la capitale, le ministre Guy Mikulu Pombo est un ami et un frère qui vient le sauver en ces temps de souffrance. Les ponts jetés sur la rivière Mikondo ici à Kinshasa s'est affaissé et sa réhabilitation est une urgence. Les travaux ont été lancés et à l'heure actuelle, où en est-on avec ces travaux de génie civil? Les précisions encore une fois avec Rodépanda. Des marteaux pour enfoncer les clous dans les planches marquent la motivation des ingénieurs de l'Office des voies de décès agricoles OVDA déterminés à achever les travaux de construction du pont Mamonambois jeté sur la rivière Mikondo dans la commune de Lansele. Et ce, dans un délai record. L'ingénieur de l'OVDA, chef de chantier, présente un rapport technique au ministre du Développement rural Guy Mikulu Pombo, arrivé sur place pour constater l'évolution des travaux. Techniquement parlant, il est déjà posé, les sommets est déjà là, il reste de poser les poutres et la dalle. Donc après les poutres et la dalle, je rassure aux Kinois que dans 2 semaines, ils auront leur ouvrage opérationnel. En tout cas, les différents d'approvisionnement. Tu vois la route, nous avons une route de dessert agricole, chaque fois quand il pleut, donc l'érosion est là au présent, ça bloque un peu l'acheminement des matériaux. Après le coup d'envoi intervenu il y a de cela 2 semaines, le ministre du Développement rural est revenu sur les chantiers pour la supervision des travaux et apporter un tonus d'encouragement. Il est plus que rassuré. Donc je pense que l'évolution est bonne. Je les avais donné 14 jours, oui, ils sont dans le bon, malgré les pluies. Sinon, aujourd'hui, on devait couler les poutres et parfois, 2 jours après, on coulait la dalle flottante.
À ce stade des travaux, avec tous les matériaux de construction disponibles, la population riveraine de cette route, de cette agricole de la ville-province Kinshasa, reliant l'avenue Njoko et Mokali dans cette partie de la capitale Kinshasa est la plus heureuse. Je suis débordé de joie. Depuis 32 ans, je n'ai jamais vu un véhicule, on n'a jamais eu de l'eau. Merci à Papa Ministre. Que Dieu le bénisse. À voir les rythmes des travaux, la durée de 30 jours accordée à cet ouvrage sera respectée. Puis viendra l'étape de la réhabilitation totale de cette route rurale de Kinshasa. L'endroit est réputé comme étant le plus grand concentré d'immondices de la capitale. Il s'agit, figurez-vous, du grand marché de la capitale. Un défi en matière de gestion des déchets. Focus sur ces lieux de négoce à travers ces reportages signés Jacques Négy. Incroyable mais vrai. Réhabilitée et inaugurée par le chef de l'État, l'avenue Bokassa est dans un état d'insalubrité inquiétant. Les immondices du grand marché sont déversés sous la voie publique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi transformer une artère principale en dépotoir public? Est-ce un sabotage ou mieux une incompétence notoire de gestion? Nous avions été estomaqués de constater que non seulement l'avenue Bokassa est abandonnée à son triste sort, mais aussi l'avenue de l'école, au niveau du grand marché dans la commune de La Gombe. Des immondices partout, même au pied de l'affiche Kin Bopeto. On dirait un slogan creux dans un monde des inconscients. La population interpelle les autorités et râle. Il faut évacuer ce genre de choses. C'est la maladie. C'est la maladie. C'est la maladie. Vous voyez beaucoup de gens qui passent par ici. Qui est le responsable? C'est le gouverneur. C'est le travail du gouverneur d'évacuer ce genre de choses. Chaque fois, on ne peut pas vivre comme si on était dans les poulaillers ou bien porcheries. Il doit prendre ses responsabilités. Que mon message arrive au gouverneur. Moi, je m'adresse au gouverneur de la ville. Jean-Tini Nkobila. Regardez le niveau d'insalubrité dans la capitale. Et nous sommes au centre-ville. Même dans nos villages, des choses comme ça n'existent pas. D'abord, nous mangeons difficilement. Quand il pleut, c'est impossible de passer par ici. Qu'arrive à cause de l'irresponsabilité de ceux qui nous gèrent. Regardez, l'avenue s'est rétrécie à cause des immondices. Nous sommes fatigués d'interpeller les autorités à propos justement de ces immondices. En menant notre petite enquête, nous avons découvert que depuis les déconfinements, le grand marché n'a plus de comité de gestion. C'est les syndicalistes qui s'efforcent tant bien que mal et sans fond de faire fonctionner le grand marché. Les taxes ne sont plus perçues pour assurer régulièrement la bonne gestion du grand marché. Le marché fonctionne, dépend aussi des taxes de l'État. Quand il n'y a pas de taxes, c'est là les difficultés. Au marché central, il n'y a pas de taxes. C'est connu de tout le monde. Ceux qui sont censés percevoir les taxes, c'est quand il y a un comité de gestion. Et à ce moment-là, le comité de gestion est habilité à percevoir les taxes. Présentement, il n'y a pas de taxes puisqu'il n'y a pas un comité de gestion. Autre demande que le gouverneur arrive à nommer les administrateurs, les comités de gestion pour faire face à tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le syndicat s'est référé aux lois du pays. Et quand vous lisez l'article 160 et 162 du Code du travail, que les syndicats doivent se prendre en charge, raison pour laquelle nous sommes pris en charge pour évacuer un peu les immondices avec cette contribution forfaitaire qui vient des vendeurs. L'honorable Placide Chisumpa Katumba, député national, interpelle les autorités compétentes. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Nkobila, de la prise de pouvoir, il a créé ce qu'on appelle Kin Bopeto. Mais jusqu'ici, nous ne voyons pas les actions à impact visible dans le cadre de ces projets. En tant que gouverneur de la ville, devrait intégrer
l'assainissement du marché dans le cadre du projet Kinmopetu. Il ne l'a pas fait. On ne sait pas si ce projet a été un slogan pour lui ou réellement il a voulu donner un souffle nouveau à la ville de province de Kinshasa. Je crois que le gouverneur doit à un certain moment donné faire l'inventaire de ses propres actions. Et j'invite également aussi l'Assemblée provinciale qui gère la ville de Kinshasa, les honorables députés, doivent aussi faire le tour, voir effectivement pourquoi il y a des immondices, pourquoi il y a des montagnes des immondices dans la ville de Kinshasa. Un grand marché comme celui-ci, fonctionnant sans comité de gestion pour percevoir les taxes, cela est inconcevable. À qui cette situation profite-t-elle? Vendre les produits de consommation dans un environnement pareil n'est-il pas suicidaire? À quand la fin de cette comédie? Chose à présent, les sujets étaient l'objet d'inquiétude pour certains parents d'élèves des écoles conventionnées catholiques. La grève, qui ne disait pas son nom, sera enfin désamorcée. Les parties prenantes se sont retrouvées autour du vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin Mayomambeke, pour finalement y mettre fin. On en parle dans ce reportage. Pas d'embûche dans l'application de la gratuité de l'enseignement des bases dans le pays. Toutes les préoccupations trouvent des solutions. Les vice-premiers ministres, ministre du budget Jean Baudouin Mayomambeke en est convaincu. Suite à la grève qualifiée des blanches constatée dans certaines écoles conventionnées, les experts des parties concernées sont appelés à présenter un rapport détaillé auprès des instances compétentes pour aplanir les divergences. Étant donné la délicatesse de la question, Son Excellence, le vice-premier ministre et ministre du budget qui présidait la réunion, a remis la question entre la main des experts, le secrétariat général et les PST, le secrétariat du budget et la fonction publique pour examiner dans un bref délai et faire rapport aux autorités pour qu'une solution soit trouvée de façon à consolider et à pérenniser la politique de la gratuité voulue par le chef de l'État. Voilà donc où nous en sommes et nous serons encore reconvoqués pour aplanir les idées et trouver des pistes de solutions de façon durable. Le plus grand employeur du pays, qui est l'État congolais, tient à réformer les secteurs éducatifs en mettant l'enseignant au centre de toute préoccupation. La gratuité de l'enseignement des bases, un coup de maître, un acquis irréversible du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La mobilisation des recettes en 2020 impactée par la crise sanitaire, il faut désormais tabler sur 2021 et c'est lundi que s'est ouvert la réunion des directeurs de douanes et axes. D'autres explications à travers ces commentaires. C'est un exercice annuel qui vise à évaluer, examiner secteur par secteur et entrevoir des perspectives pour l'année suivante en termes de mobilisation accrue des recettes publiques. La réunion des directeurs de douanes et axes est ce cadre par excellence qui permet à l'administration douanière de faire un état des lieux en mettant en place des principes opposables à tous pour crever les plafonds des assignations. Le directeur général des douanes et axes, Jean-Baptiste Kongolo, qui a lancé ses travaux par visioconférence, a appelé les participants à plus d'application en vue de répondre positivement au volet social de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. L'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi nous interpelle. Cette arrivée nous dit qu'il faudrait que le social soit à la base du fondement de son action. Or, ce social ne peut être résolu que lorsqu'il disposerait des moyens. Et ces moyens procèdent par notre façon de nous mobiliser davantage, d'élaguer tout ce que nous avons comme antivaleurs pour orienter nos actions vers un développement harmonieux de notre pays, à pouvoir amener nos populations à vivre aisément dans leur pays. Ces travaux vont permettre à la DGDA de jeter les jalons pour une intensification de la lutte contre la fraude, la contrebande d'un côté et de l'autre, rehausser les niveaux des recettes publiques.
Dans un autre chapitre, les travaux de l'Assemblée générale du réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des objectifs de développement durable ont été lancés cet avant-midi dans la capitale. La ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomé-Atilité, est revenue sur l'engagement du gouvernement dans la mise en œuvre du nouvel agenda international de développement à l'horizon 2030 pour faire reculer les murs de la pauvreté. Yvette Makuntima. Les objectifs de développement durable est un appel à l'action de tous les pays moins nantis et riches afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Les nations du monde s'apprêtent à reconstruire leurs économies après la Covid-19 grâce au plan de relance de l'économie. Les réseaux des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des ODD s'est réuni ce matin par visioconférence autour du ministre d'État, ministre de la Coopération internationale et intégration régionale et francophonie, maître Pépin Guillaume Manjolo, pour l'adoption et validation des outils. Avec cette pandémie, la réalisation des ODD présente d'énormes difficultés car les activités se ralentissent. Cela n'empêche pas tout de même les États membres d'atteindre les objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030. La ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomé-Atilité, s'est montrée optimiste. Mais rien ne peut freiner notre détermination collective à offrir les meilleures opportunités à tous, à créer de l'espoir pour les millions de femmes, à mettre fin à l'extrême pauvreté et à offrir à tous un avenir meilleur. En septembre 2015, les 193 États membres des Nations Unies ont adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030, intitulé Agenda 2030. Il porte une vision de transformation de notre monde en éradiquant la pauvreté et en assurant sa transition vers un développement durable. Mon pays, la République démocratique du Congo, s'est engagé, en même temps que les autres nations de la planète, à mettre en œuvre le nouvel agenda international de développement à l'horizon 2030, connu sous le label Objectif de développement durable, ODD en cycle. La participation des acteurs élève d'une importance capitale pour une issue heureuse des ODD. La patronne du genre a rappelé les contenus de la 4e réunion du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'autonomisation de la femme et égalité homme-femme, des principaux messages clés au regard du programme d'action de Beijing plus 25, notamment l'élimination de toute loi et pratiques discriminatoires à l'égard de la femme et filles et autres en vue d'accélérer les objectifs de développement durable. Le Nord et le Sud Kivu, mais aussi la province de l'Ituri, espace géographique en proie à des conflits récurrents, et les crimes commis dans ces provinces ne doivent pas rester impunis. C'est ainsi que le vice-ministre de la Justice, Bernard Takaichengumbi, a échangé avec les ministres provinciaux ayant dans leurs attributions la justice de ces 3 entités administratives. Le compte rendu avec Gustave Chibumbu. Il s'est agi pour les 3 hôtes de Maître Bernard Takaichengumbi d'évoquer les difficultés qu'ils rencontrent dans l'administration de la justice dans leurs provinces respectives. Le problème des effectifs des magistrats, conditions de nos compatriotes qui sont en situation de détention, le problème crucial de l'alimentation. Nous profitons de cette occasion pour demander au président de la République, comme il a toujours dit qu'il veut voir le secteur de la justice jouer pleinement son rôle pour le développement de ce pays. Dans le Sud Kivu, les prisons sont confrontées au problème des soins médicaux, des surpopulations et l'impayement du personnel pénitentiaire. Le ministre provincial de la Justice en a fait part au patron de la justice congolaise. Nous avons un problème de la prise en charge des agents pénitentiaires. Nous avons des agents qui travaillent et qui encadrent, qui accompagnent nos frères qui sont en prison et qui ont besoin aussi d'être pris en charge. Et nous avons aussi le problème des soins de santé de nos compatriotes qui sont en détention. En Ituri, la carence de magistrats, le surpeuplement de la prison à cause de l'insécurité se pose avec acuité. Nous avons une prison saturée, nous avons autant des judiciaires à l'Ituri, mais qui est problème d'effectifs de magistrats. Tous ces problèmes sont sur ma table et j'en suis vraiment préoccupé, a dit au ministre le numéro 1 de la justice congolaise. Toutefois, il y a lieu d'espérer car je travaille ardemment pour des solutions urgentes et adéquates, a dit
Maître Bernard Takei-Changumbi. On en vient maintenant à cette information de jeunes délinquants d'Ikuluna reconvertis en travailleurs de la terre. L'image paraît surréaliste et pourtant authentique. Les grands centres agricoles de Kanyama-Kasese a réussi, vous allez le voir sur ces images, à faire de ces jeunes des acteurs à part entière du développement. Immersion en plein Kanyama-Kasese avec Joseph Oscar Mbalkaï. Suivez. Ils sont bel et bien vivants et en bonne santé. Ces jeunes délinquants, communément appelés Kuluna, qui semaient la terreur et la désolation à Kinshasa, sont en pleine formation pour la reconversion de leur mentalité et devenir ainsi des bâtisseurs au sein du service national. 1 mois et demi après leur transfèrement au centre pilote de Kanyama-Kasese, dans la province du Haut-Lomami, le commandant du service national, le général des brigades, Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, s'est rendu pour la 1e fois sur le terrain pour s'assurer de la meilleure prise en charge de ces jeunes délinquants avec 2 repas costauds par jour. Rien à envier à leur ancienne vie. La discipline étant la mère des armées, le général des brigades Jean-Pierre Kassongo a, au cours d'une causerie morale, invité ces hommes et ces femmes à se mettre au pas et de renchérir les commandants suprêmes des forces armées, de la police et du service national. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tient à la réinsertion sociale de cette frange de la population utile pour le développement de la RDC. Je suis Edi Bara. Je suis content de l'acte posé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à notre endroit. J'ai été un délinquant d'Ikuluna, j'usais des machettes et autres armes blanches contre les paisibles citoyens. Maintenant, je suis un homme nouveau, en bonne santé et utile pour la société. Les gens qui me suivent peuvent se rendre compte. En prison, ma rééducation est presque impossible. Mais ici, j'ai reçu de l'éducation. Je lance un message à mes amis à Kintambo Magasin. Ici, nous sommes bien traités avec le général Kassongo-Kabouik. Tout se passe bien. Les commandants du service national a à cette occasion condamné la tentative d'évasion d'une quinzaine de Kuluna avec la complicité de certains tireurs de ficelles à partir de Kinshasa. Si c'était dans leur plan, nous allons sanctionner. Dans l'hypothèse également que l'idée d'évasion vienne de Kinshasa, nous allons poursuivre ces auteurs. Vous voulez la facilité, estorquer les biens d'autrui, vous devez alors travailler, pas ça. Une parade de différentes brigades a sanctionné cette visite de travail. Le rythme et la cadence ont fait bon ménage et l'ambiance était au rendez-vous. Une réinsertion sociale plutôt bien réussie. Un annuaire statistique au profit de gestionnaires des centres de rattrapage scolaire. C'est la ministre des Affaires sociales Rose Boyata qui a présenté ces documents au public. On en parle avec Joël Makela. C'est dans le cadre du système d'information et de gestion d'éducation que l'UNESCO, avec le projet de développement humain de la Banque mondiale, ont appuyé le ministère des Affaires sociales dans la collecte des données statistiques et surtout dans l'éducation non formelle à travers toute la République. Ainsi, tous les centres qui accueillent filles et garçons, femmes et hommes par le rattrapage scolaire, alphabétisation, apprentissage et formation professionnelle sont répertoriés à la Direction générale des GNF pour un annuaire statistique actualisé. La ministre des Affaires sociales, Rose Boyata, s'y est rendue pour en apprécier la portée. Nous avons envoyé les agents sur terrain dans toutes les provinces de la République. Ils ont ramené des informations, les données qui sont en train d'être mises dans les outils informatiques. Maintenant, là, je suis au CPS Lingwala
pour voir un peu la réhabilitation. Je suis venu voir ensemble avec la direction générale de l'éducation non formelle comment est-ce que les enfants vont reprendre les cours et dans quelles conditions. Nous commençons d'abord par Kinshasa et nous avons déjà des provinces qui sont ciblées. Nous allons aussi commencer à réhabiliter les autres salles, les autres centres de promotion sociale de l'intérieur du pays. Après, la ministre s'est rendue sur le terrain pour palper les réalités des centres de promotion sociale réhabilités à Lingwala, à Kasavubu et à Bandalungwa. Rose Boyata s'est félicitée de l'état du travail accompli. Pour les centres qui ne sont pas encore réhabilités, ils peuvent compter sur le dynamisme de la ministre des Affaires sociales dans la vision du président de la République, le peuple d'abord. Kinshasa accueille depuis ce matin la télé nationale de validation du plan d'action du cadre national pour les services climatologiques de la République démocratique du Congo. L'objectif est visiblement d'établir une feuille de route devant servir des boussoles. Nadine Kilocho a signé ces reportages. Le sommet de Rio de Janeiro en 1992 avait permis aux experts de la climatologie de fixer un cadre mondial de la climatologie. En son temps, il avait été recommandé aux institutions nationales de fixer pour leurs pays respectifs une feuille de route des urgences à accomplir sur le plan national afin de lutter ensemble contre le phénomène du changement climatique. En République démocratique du Congo, la charge revient à la Metelsat. Pour répondre à ces recommandations, ce lundi 21 décembre, il s'est ouvert à Roméo Golf Kinshasa un atelier sur la mise en place du cadre national climatologie. Cet atelier, ouvert par le représentant du ministre de Transport et Voies de Communication, Jules Bassoubi, permettra de produire et disponibiliser les données fiables aux utilisateurs, indicateurs et les autres organismes intéressés. Il y a une nuance entre variabilité et changement climatique. La variabilité climatique, c'est un long processus. Par contre, le changement climatique, c'est un processus rapide et induit essentiellement par les activités de nous les hommes, les activités anthropiques. Aucune activité de l'homme n'échappe au climat. Moralité, nous devons nous confier à nos scientifiques qui suivent le climat et nous dire ce qui doit être fait. Donc, ce produit que nous allons élaborer va permettre à chacun de nous de mieux planifier ses activités. Les données fiables fournies par la Metelsat sont d'une importance capitale pour le développement du pays. Ainsi, il faut bien équiper la Metelsat pour répondre à la modernité. À quelques jours de la fête de Noël, l'on s'interroge sur le poche noir dans les grandes villes du pays. À Kinshasa, par exemple, dans le quartier Kanluka, municipalité d'Engaliema, la SNEL s'emploie à repenser les réseaux électriques. On en parle dans ses commentaires d'Edi Chala. Ces câbles et poteaux, vieux de plusieurs années, vont être remplacés par de nouveaux afin d'assurer une bonne distribution du courant électrique. La Société nationale d'électricité, SNEL SA, avec de nouveaux partenariats, s'inscrit dans l'amélioration des services qu'elle rend à la population abonnée. Le directeur de distribution de Kinshasa supervise les travaux et assure l'engagement de son entreprise à répondre à la sollicitation de ses abonnés. Spécialement quand Luka est alimenté à partir du poste HT-MT de Makala, on va fiabiliser ces feeders-là et nous allons aussi assainir tout ce que nous avons comme équipement au niveau des cabines. On va remplacer des cabines là où il faut remplacer. On va remplacer les PS aussi là où il faut les remplacer. Et puis, on va aussi implanter des nouveaux poteaux ici au niveau de Kanluka. Il n'y a pas aussi que ça. On va remplacer aussi tous les câbles. Vous avez vu l'état dans lequel se trouvent les câbles de distribution ici. C'est très dangereux avec des tels câbles. C'est facile qu'on puisse connaître des cas d'électrocution. Mais tous ces travaux vont nous permettre de fiabiliser les réseaux et d'alimenter les clients de la manière la plus correcte. Kanluka est une phase qui n'est pas la dernière. C'est un travail de longue haleine et très capitalistique. La volonté y est et les résultats seront là, au bout de compte. De l'électricité, des qualités, on en parle encore dans ce journal. Tout d'abord, pour la population, avant tout,
commercialisation au bénéfice des entreprises minières dans la province de l'Ituri. Sokimo est parmi ces entreprises. Eh bien, le gouverneur de cette province, Jean Bamanissa Saïdi, a visité la centrale hydroélectrique de Boudana. Suivez. C'est dans le souci d'améliorer la desserte en électricité dans la ville de Bunia que le gouverneur de province est rendu à la centrale de Boudana, située à 12 km de Bunia, histoire pour lui de se rendre compte de sa capacité à desservir la population de Bunia et environ en courant électrique, surtout pendant cette période de festivités. Sur place, Jean Bamanissa Saïdi a donné quelques recommandations. Nous voulons voir un peu le sérieux de ce qu'ils veulent faire, mais nous voulons surtout voir quel est le planning de la production et d'emmener cette électricité au niveau des transformateurs au niveau de la ville de Bunia. Et si cette société Green Tech aujourd'hui qui a repris le patrimoine pourra nous fournir aussi les preuves comme quoi elle a les capacités techniques et financières pour faire ce travail. Mais nous, notre objectif, c'est qu'on ait de l'électricité très rapidement pour couvrir toute la ville de Bunia. Construite en 1940, la centrale hydroélectrique de Boudana produit à ce jour la moitié de sa capacité initiale, soit 4,8 MW. Devenue vétuste, elle nécessite la synchronisation de 2 machines actuellement en service, mieux la réhabilitation de la grande turbine, sans oublier la modernisation des lignes et des systèmes de protection. Une brillante carrière politique qui s'ébrise et disparaît du coup. Le sénateur Jean-Pierre Lola Kisanga a reçu les hommages de la nation. Cet homme politique qui a occupé plusieurs fois de postes de responsabilité sera inhumé dans sa province du Haut-Ouélé. Toto Céleste Songo. Pierre Lola Kisanga aura marqué dès son vivant l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Sa mort avait laissé tout le pays dans la consternation car arraché trop tôt à l'affection des Congolais. C'est donc cet homme qui sera inhumé dans son Isiro natal qu'il a tant chéri et aimé. La dépouille immortelle du sénateur Lola Kisanga a eu droit aux honneurs dus à son rang à la clinique clinoise de la Gombe où des scientifiques, des membres du gouvernement et autres personnalités qui ont connu l'illustre disparu lui ont rendu un hommage mérité, mais aussi hommage à un médecin, un professeur, un ministre, un rapporteur du Sénat et un gouverneur de province. Ce lundi, ce sera un jour noir pour la population d'Isiro. Lola Kisanga, c'est un éminent homme politique, c'est un icône. Il a tout donné, il a donné sa vie pour la République, mais finalement il a donné sa vie aussi pour la province de Haut-Ouélé. Une perte énorme pour la province de Haut-Ouélé, une perte énorme également pour la République démocratique du Congo. Je retiens de lui un patriotisme aigu. Il aime beaucoup notre province de Haut-Ouélé. C'est ce que j'aime chez lui. Il a fait la promotion de la province et il s'est battu durant les 3 années qu'il a passé à la tête de notre province. C'est une perte énorme. Il ne garde jamais quelque chose dans lui. S'il a quelque chose à placer, comme un mot, il place sans problème. Adieu Jean-Pierre Lola Kisanga, adieu sénateur du peuple. Avant de boucler ce journal, le programme des obsèques du ministre délégué chargé des affaires coutumières Harold Michel Vouzi Meya, décédé à Kinshasa le 16 décembre 2020. Et ce programme se présente de la manière suivante. Lundi 21 décembre 2020, de 20h à l'aube, veillée mortuaire, 6 avenue Milambo, numéro 2, quartier Sosimat, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Safricas, haute-cour militaire. Mardi 22 décembre 2020, 9h15, arrivée des membres de la famille du défunt. 9h20, arrivée du personnel politique et administratif du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, cabinet du ministre délégué et secrétariat général. 9h30, arrivée des personnalités politiques et administratives de la présidence de la République, du Parlement et du gouvernement. 10h, levée du corps et exposition à l'esplanade de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. 10h10, oraison funèbre par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières.
Et notre communiqué nécrologique sur notre table, il s'agit du communiqué de l'Église du Christ au Congo. L'Église du Christ au Congo ECC porte à la connaissance de ses fidèles ainsi que